Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing, chers amis, bienvenue mardi 3 septembre 2024, j'espère que ça se passe bien. La rentrée, que vous avez le sourire, que vous êtes happy, moi personnellement je suis super content, j'en avais marre de l'été, marre de la torpeur de l'été, et surtout j'attends mon bull run et je serai patient, j'attendrai octobre s'il faut attendre octobre, j'attendrai novembre s'il faut attendre novembre, j'attendrai décembre s'il faut attendre décembre, mais ma conviction, vous le savez, est qu'il aura lieu cet automne. Alors, du coup, si Bitcoin doit enfin, quand je dis bull run, traduction, casser son ATH. Oui, je sais, là, l'ATH paraît bien loin, c'est faible. Ok, très bien. Bon. Si Bitcoin doit casser son ATH quelque part à l'automne, eh bien, il faut bien marquer un point bas. Alors, ce mois de septembre pourrait être le mois du bottom. Dans cette vidéo, je vais traiter un sujet important et vous montrer des choses prometteuses sur le plan technique. Donc là, pas trop de blabla. De toute façon, j'ai pas bien dormi, donc je suis pas en grande forme, donc je ne peux pas blablater trop. Vous savez, quand on est à la classe, on lève le doigt pour parler. Donc je lève le doigt. Donc oui, alors, le pivot de la Fed. Alors, le pivot de la Fed, c'est quasi certain, à 100%. Donc 100%, c'est même certain. Elle pivote le 18 septembre. Ne vous enfermez pas dans un scénario qui consiste à croire que le pivot de la Fed va faire monter le marché action et le cours du Bitcoin et les cryptos. Il y a plusieurs cas de figure possibles. J'ai tout rassemblé dans un tableau. Un article a été publié sur le site Cryptost. La Fed peut pivoter pour la bonne ou la mauvaise raison, ou un mix des deux. Je vais même vous dire autre chose. Si la Fed baisse ses taux de 50 points de base, 0,5 points de pourcentage, 50 BPS, et pas 25, donc plus de baisse de taux, ça pourrait être négatif. Alors là, me dirait, qu'est-ce qu'il raconte, Vincent ? La Fed baisserait ses taux de 50 points de base et non 25 et ce serait négatif. Mais oui, parce qu'elle peut les baisser de 50 points de base en mode urgence pour la mauvaise raison. Rappelez-vous deux métriques. Numéro 1, le marché du travail, taux de chômage, on fait simple. Il est mis à jour cette semaine, rapport NFP, vendredi 6 septembre. Rappelez-vous, d'ici le pivot de la Fed, il y a deux chiffres qui comptent. Le vendredi 6 septembre, le rapport NFP. Il y a plein de stats du marché du travail, mais on regarde le taux de chômage. Ensuite, nous regardons le taux de chômage. Il ne faut pas dire on, nous. Regardons le taux de chômage. L'inflation CPI, le 11 septembre, là je suis archi optimiste. Vous verrez, le 11 septembre, ce sera du bon. Bon, c'est pas forcément une date qui fait rêver le 11 septembre. Ok, d'accord, mais là, en ce qui nous concerne, c'est la mise à jour du CPI. Ok, bon, la Fed, nous avons besoin d'une baisse de taux qui soit pas trop rapide. Et oui, plus la baisse de taux de la Fed sera lente, pour la bonne raison, mieux ce sera. Si les taux devaient chuter drastiquement verticalement, c'est forcément qu'il y a un mode urgence. Ça ne peut pas être pour la désinflation. Ça ne peut être que pour la mauvaise raison, la dégradation du marché du travail. Donc, ça c'est une condition importante. À la question que vous vous posez, techniquement parlant, on a beaucoup de choses prometteuses. La saisonnalité, plein d'éléments, en fonction de nombreux outils techniques donnent des signaux intéressants pour dire qu'en septembre, on a enfin ce point bas. Enfin, allez, je ne vais pas parler de point bas, mais plutôt de la fin de cette espèce de lessiveuse technique. C'est vrai que depuis le 13 mars, on a donc cette pattern, moi je l'appelle vague 4, vous savez, soit je l'appelle vague 4, soit sous vague 4, peu importe, ça appelle une 5. L'idée c'est, quand est-ce que la 5 commence? Bon, alors, ça a pris la forme d'un zigzag, d'une structure en porte-voie descendante, le zigzag ABC, alors on peut même voir une structure complexe héliotiste en WXY, on peut voir plein de choses. Moi au final, j'appellerais ça la figure chartiste de la lessiveuse. Parce qu'elle a lessivé tout le monde et qu'on arrive en septembre avec un niveau de peur important, on arrive en septembre avec des positions short qui n'ont jamais été aussi élevées, si elles avaient atteint ce niveau-là au bottom du bear market après FTX en novembre 2022, ou encore au bottom de juillet 2021 lorsqu'on avait fait une correction importante. Donc voilà, on arrive dans cette situation psychologique où plus personne n'y croit. On n'est pas en extrême fear, mais... Bref, plus des supports techniques, plus des choses intéressantes, plus l'espoir d'avoir un pivot pour la bonne raison, on peut se dire, quelque part en septembre, nous aurons le bottom, sachant qu'en termes de saisonnalité, vous le savez, octobre-novembre sont des mois exceptionnels, et surtout dans les cycles haussiers, c'est-à-dire les cycles post-halving. Nous sommes là dans le cycle post-halving, d'accord? Donc si un bear market il doit y avoir, c'est d'abord un marché qui casse la TH. Il y aura un bear market du Bitcoin, qui sera en 2026. Puis on répétera les cycles comme ça jusqu'à je sais pas quoi. On verra. Allez, c'est parti les amis. Je vous montre des choses que j'ai envie de vous montrer. Alors, oui,
La fin de la lessive ce mois de septembre. Alors Bitcoin, les 7... alors le pivot de la Fed, il est attendu, tout le monde a compris. Alors faites attention à ce tableau, il faut bien le lire, c'est l'outil CME Fed Watch Tool. Donc les cas de figure sont ici, j'arrête dans un instant, je vous les décris tous. Vous voyez, il y en a 2 qui sont baissiers, mais il y en a 5 qui sont bullish. Donc, bon, les probas sont toujours en notre faveur. Reste à savoir si Bitcoin doit d'abord passer par la case 45 000 $ ou pas. Ça, oui. Quand je parle d'un bottom en septembre, j'ai pas dit que c'était un bottom là tout de suite maintenant. Il y a 2 cas de figure possibles. Bon, ça je sais, ça monte, ça baisse. Non, mais écoutez, les choses sont pas simples, il faut poser, il y a plein de paramètres. Ok, bon. Alors, le pivot de la Fed est attendu le 18 septembre. 69% de probabilité. Ne vous trompez pas. Le taux actuel de la Fed est là. Il est à 5,25, 5,50. Donc, c'est pour le marché, pour la haute finance, quasi certain, même certain que la Fed pivote. La question est de savoir s'il y aura une baisse de taux, 69% de probabilité, ou 2 baisses de taux. Lorsqu'on parle d'une baisse de taux, c'est un incrément de 25 points de base. 25 BPS, 0,25 points de pourcentage. Le taux des fonds fédéraux américains, c'est un intervalle. Donc actuellement, il est dans l'intervalle 5,25, 5,50, d'accord? Et donc vous voyez que les perspectives sont comme ça. Alors, il y a 2 paramètres qui peuvent orienter le pivot de la Fed. Dans les objectifs de la Fed, vous avez la stabilité du marché, pas la stabilité, la résilience du marché du travail. Bon, en clair, résilience du marché du travail, c'est pour faire intelligent ça. Le fait que le chômage soit bas. Voilà, que les gens bossent et du taf, gagnent leur vie, et mènent leur existence tranquille, jusqu'à ce qu'on se retrouve tous de l'autre côté, parce que moi je crois à la survie de l'âme. Vous pouvez vous intéresser par exemple aux expériences de mort imminente, c'est assez intéressant. Mais il faut quand même garder un pied dans le réel. Regardons un pied dans le réel. Pied dans le réel, c'est ça. C'est le taux de chômage américain qui a pris une mauvaise allure. Alors là, me direz-vous, bon, c'est vrai que la courbe n'est pas bonne. Sauf que ce 4,3% de la population active, on se dit que c'est lié à beaucoup de facteurs conjoncturels, liés à l'été. C'est-à-dire du chômage dit technique, par exemple. C'est-à-dire que les emplois reprendront après l'été. Donc ça va être important de voir. C'est vrai que lorsqu'on prend plus longue période, depuis 80 ans, systématiquement, lorsqu'on avait des pentes comme ça de renversement haussier du taux de chômage, derrière, c'était la récession. Et donc ça fait peur. Donc le taux de chômage, il est mis à jour ce vendredi 6. C'est le facteur fondamental dominant de la semaine, avec toujours bien sûr un œil sur la géopolitique, mais si je mets de côté, encore une fois, le fait géopolitique, je le suis comme tout le monde, je sais que c'est une épée de Damoclès, et j'ai pas envie d'en parler 1000 fois, parce que souvent, je propose des points de marché, puis quelqu'un me répond, oui mais Vincent, ok c'est bien marrant ton analyse, mais ça peut péter au Proche-Orient, ça peut péter en Ukraine, ça a déjà pété d'ailleurs, et ça peut péter encore plus, et donc tout peut tomber à l'eau. Je le sais, bien sûr que je suis au courant, mais on va pas répéter à chaque fois. Donc ça c'est le temps fort. Alors, et puis, et donc vous avez donc là des inflations. Alors là je vous montre le CPI. Le CPI, il y a 3 mesures de l'inflation, vous le savez, PPI, PCE et CPI. Le CPI est mis à jour le 11 septembre. J'ai beaucoup d'espoir, dans le sens où mes indicateurs avancés me disent qu'on aura de très bons chiffres le 11 septembre. Ça, c'est une bonne chose. Alors au final, la Fed va pivoter. Elle va pivoter, mais regardez ce tableau que j'ai construit, pour votre bon plaisir, et puis le mien aussi, ça me permet de savoir un peu où j'en suis. Effectivement, il y a des cas de figure où le pivot peut avoir un impact baissier sur les actions et le cours du Bitcoin. Partons du principe que nous avons la catégorie des actifs risqués, donc nous allons observer une corrélation positive entre le marché action et le cours du BTC. Alors, typiquement, si le taux de chômage devait poursuivre sa hausse au-dessus de 4,3% de la population active. Et donc, nous faire risquer une récession, enfin risquer, représenter. Le taux de chômage, c'est le baromètre ultime d'une économie qui est en expansion ou en récession. En récession, les entreprises ont moins de perspectives de chiffre d'affaires, leurs marges sont menacées, et à un moment ou à un autre, lorsqu'elles n'y croient plus, elles se délestent de leur masse salariale, mais elles le font au dernier ressort, parce que c'est dur de recruter du bon personnel. Et puis là, vous avez donc, en grisé, vous avez les 2 dernières récessions, celle du Covid et celle de la crise financière de 2008. Donc effectivement, beaucoup comparent avec cette façon dont le taux de chômage remontait avant la crise financière. Sauf que là, ce fut une crise financière. Là, c'est pas parce qu'il y a le début, la base qui est la même. Si le taux de chômage retombe à 4,2 ou 4,1 ce vendredi, tout de suite, c'est plus la même chose. Forcément, je vous le dis tout de suite, si le taux de chômage, ce vendredi aux États-Unis, monte à 4,4 ou 4,5% de la population active, les dégâts vont être massifs sur le marché action et sur le cours du Bitcoin.
Et donc, quand nous évoquons un dégât massif sur le cours de Bitcoin, ça veut dire qu'il est monstrueux, extraordinaire sur les alts. D'accord? Donc ça, c'est quand même quelque chose à rappeler. Ça, c'est le scénario que nous n'avons pas envie de voir. Donc, la Fed peut pivoter en mode urgence à cause de la récession économique et en enchaînant les baisses de taux de 50 points de base sans que ça fasse monter les cryptos, parce que cela sera le baromètre de la récession. Le cas de figure haussier, vous avez un taux de chômage qui est stable autour des 4%, l'inflation qui continue de baisser à 2%, nous sommes en désinflation soft landing, c'est méga bullish, ça c'est bull run assuré en octobre-novembre. Idem ici, bull run assuré en octobre-novembre, taux de chômage stable autour des 4%, l'inflation passe même sous les 2%, désinflation soft landing, méga bull run de folie, 100K à Noël. Ça c'est un cas qui est vraiment extrêmement mauvais. Le taux de chômage continuera de monter et l'inflation ne baisse pas. C'est la stagflation récession économique, nous n'aurons jamais nos 100K. Le taux de chômage est stable autour de 4%, l'inflation se maintient au-dessus de 2%, nous aurions un pivot limité, et je pense donc à une cassure de l'ATH, une hausse modérée, sous contrôle, des 100K, mais qui arriverait plus tard, courant S1 2025. Taux de chômage en baisse sous les 4% et une inflation qui se maintient au-dessus des 2%. Alors, absence de pivot, oui et non, parce que l'inflation a quand même reculé. Donc, je me suis trompé, j'aurais dû mettre pivot limité. Ces deux cas de figure se ressemblent. Et enfin, ici, nous avons un cas de figure vraiment top, avec un taux de chômage qui baisserait sous 4%, donc carrément une accélération économique. Une inflation qui revient au monde d'avant, là, c'est les 100K fin novembre. Voilà donc ce que j'estime être les cas de figure possibles. Et donc le prochain chiffre important, c'est ce vendredi 6 septembre. Alors en attendant, oui, effectivement, sur Bitcoin, nous avons des choses techniques qui sont prometteuses. Alors déjà, en termes de saisonnalité, ça je vous montrais ça la semaine dernière, octobre, novembre, décembre sont en termes de moyenne de performance les mois parfaits. Et effectivement, sur les précédents cycles, le bull run de 2020, de 2016, de 2012, c'est systématiquement là où nous avons eu donc les grosses avancées. Les grosses avancées. Vous prenez ici l'exemple de 2020, celui de 2016, 2017. Donc on a beaucoup d'espoir pour octobre, novembre, décembre 2024. Alors ce mois de septembre, moi je pense que ça peut être le mois de septembre du bottom, pour quelques raisons techniques qui vont suivre. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le mois de septembre c'est le plus pourri. Donc tout le monde a peur. D'ailleurs le Crypto Fear and Greed Index, vous savez que le Crypto Fear and Greed Index, il y a eu depuis un an, il y a eu 45 jours où il était en fear. Sur ces 45 jours, il y en a 25 au mois d'août. Enfin 25 depuis 5 semaines. Donc c'est vraiment, ça c'est des indicateurs d'extrême négativité qui peuvent correspondre à des périodes où le point bas est pas loin. Bon, ça c'était noté. Mais donc ce que je veux dire par là, c'est que septembre, c'est le mois le pire en termes de moyenne de performance pour Bitcoin, donc forcément. Mais là où il y a une petite lueur d'espoir, c'est qu'il y a eu des mois qui étaient quand même bullish, et en général, les rares mois où en septembre, nous pourrions avoir notre bottom, c'est lorsque août était baissier. Et là, on a quand même un mois d'août à moins 8. Donc voilà, c'est une petite chose que je vous montre comme ça. Mais effectivement, l'essentiel des attentes se situe sur cette période-là. Alors, donc oui, alors, bon, moi je vous rappelle le principe dans les choses techniques qui sont intéressantes. Je vous montre tout d'abord ça. Ici, vous avez le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 semaines. C'est l'écart relatif. C'est donc l'écart relatif entre le prix et la moyenne mobile à 200 semaines. La moyenne mobile à 200 semaines qui est ici. Et ce que j'ai observé, c'est que le point de départ du précédent bull run, ici, donc c'était en août-septembre 2020, en fait, il y a beaucoup de points communs avec août-septembre 2020, eh bien, nous avions un Disparity Index qui était à 47, c'est-à-dire 47% au-dessus de la SMA 200 semaines. Et là, eh bien, après les 7 mois de lessiveuse technique, on est revenu dessus. On est revenu sur ce qu'était le point de départ. D'accord ? Donc ça, c'est une chose, je trouve, qui est intéressante. Alors bien sûr, bon, moi, vous connaissez mon point de vue fractal hein, pour ce qui est de la tendance de fond en Elliott. Je vais reprendre ici, il est où mon petit outil là ? Ah, j'ai perdu tous mes petits outils, voilà, hop, le pinceau. On a eu une 1, une 2, une 3, une 4. Et donc, j'attends. Putain, mais je fais n'importe quoi. J'attends donc, voilà, ma vague 5, et voilà, ça c'est, on a une target théorique ici qui est à 130K, peut-être pour le S1 2025. Bon, voilà, par contre, voilà, on a tous compris qu'ici il reste encore un espace chartiste,
Et c'est pourquoi septembre peut être encore compliqué, mais septembre a quand même une bonne probabilité d'être le mois du bottom. D'être le mois du bottom. Alors, donc vague 1, vague 4, vague 2, c'est vrai qu'on ne faut pas travailler que l'axe des prix, il y a aussi l'axe du temps. Alors, je relève que la vague 2, donc ici vous avez la vague 2 en weekly, la vague 2 en daily, bien la vague 2 en daily avait duré 185 jours. Donc j'ai pris ici un outil de temps, entre point haut, point bas, 185 jours avant d'avoir le breakout. Donc ici, d'ailleurs c'est intéressant, on a fait comme ce mois d'août, septembre 2024, il y a eu un short squeeze, un bull trap, un nouveau plus bas, et on s'y repris lentement, et 185 jours après, on a fini par casser la SMA 200 jours, après un enchevêtrement dans les moyennes mobiles, et c'est parti. Et d'ailleurs c'était encore octobre 2023, on retrouve toujours octobre. Donc bon, là voilà, on a eu le bottom, le short squeeze, le bull trap, et bon, alors 185 jours, si on devait faire exactement la même durée que vague 4 que la vague 2, ça nous mène le 14 septembre. Voilà. Bon, ça c'est un truc temporel, ok. Si vous voulez, l'analyse technique, c'est des principes de proportion, de correspondance. Donc on peut travailler les proportions sur l'axe des prix, on peut aussi travailler les proportions sur l'axe du temps. Donc voilà, si on part du principe que la vague 4 aura la même durée que la vague 2, on attend un truc avant le 14 septembre. Entre-temps, voilà. De toute façon, les amis, je sais que tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut encore dropper? Est-ce qu'on peut revenir à entre 45 et 50K avant de partir? Il y a la place partout, ça fait partie des possibilités. Vous prenez par exemple les enseignements du système Ishimoku en hebdo. Ça fonctionne bien. Le point de départ ici du bull run, le point de départ, ce qu'il y avait eu en amont du précédent bull run, on avait eu vraiment une sortie de nuage, du Kumo. Ce qui avait vraiment déclenché, lancé le bear market ici, c'était la sortie du nuage. Là, vous voyez que ça avait bien fonctionné. Ici, en octobre dernier, on retrouve encore octobre 2023. Et là, donc, on dérive à plat. La lagging span avait traversé les prix, elle était passée, la lagging span a traversé les prix. Donc, voilà, bon. Là, le nuage n'est pas loin. Mais voilà, regardez, je zoome. Là, on peut faire une méga mèche ici. Et on reste techniquement bullish chez ces 45K. Ouais, si là, on fait un méga drop et qu'on s'arrête là, on casse pas les supports. C'est ça que je veux vous dire. C'est qu'en fait, en gros, là, on est dans un entre-deux. Soit vous en foutez, vous faites rien, de toute façon, vous avez votre vue long terme, vous touchez à rien, et rendez-vous à Noël, et rendez-vous en mars 2025. Imaginons que vous avez des capitaux là disponibles, et vous vous dites, je les mets quand? Là, on est dans un entre-deux, qu'est-ce que je fais? Option numéro 1, vous attendez s'il doit avoir lieu un dernier flash crash par ici, et là, vous mettez les capitaux. Mais si ce flash crash n'a pas lieu, voilà, Vincent, si ce flash crash n'a pas lieu, dans ces cas-là, plutôt que rentrer dans un entre-deux, attendez un signal de force. Et un signal de force, c'est dépasser les résistances. Alors typiquement ici, le marché était parvenu après une div à reprendre EMA 200, EMA moyenne mobile exponentielle à 200 jours, puis SMA 200, puis la 50 200, et on avait tout percuté. Je dirais, attendez au moins une cassure haussière journalière de EMA 200. D'ailleurs, regardez, en daily, elle joue bien. Ici, on était en dessous, boum, on dépasse le start. Ici, on était en dessous, boum, on dépasse le start. Et là, on est en dessous depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Vous voyez bien, on est encore en dessous. Donc, si au moins on avait une cassure haussière journalière de MA200, oui, allez, boum, c'est parti. On refait en fait, comme ici, l'enchevêtrement entre les moyennes mobiles. On refait l'enchevêtrement entre les moyennes mobiles. On fait la même durée que la vague 2 et boum, ça passe, le monde parfait. Mais attendez au moins un signal de force. Donc au moins une cassure de résistance. Au minimum, pour croire à un bottom, au minimum, il faut une cassure haussière journalière de MA200. Mais oui, c'est vrai qu'il y a des choses prometteuses. Je vous ai montré le Disparity Index à la moyenne mobile à 200 semaines. Effectivement, alors on peut aussi regarder le ratio Bitcoin S&P 500 qui arrive sur lui son nuage du Kumo du système Ishimoku. On a vu un beau signal ici en octobre 2023. Je peux aussi vous montrer le RSI mensuel, nouvelle clôture technique mensuelle, où eh bien, le point de départ, systématiquement, le point de départ du bull run août-septembre 2016, RSI mensuel égale 60. Août-septembre 2016, RSI égale 60, bull run. Août-septembre 2020, août-septembre 2016, août-septembre 2020, RSI mensuel égale 60 bull run. Et là, août-septembre 2024, on arrive dessus, attention, là, le RSI mensuel du mois de septembre n'est pas fixé, mais si par exemple là on était fin septembre et qu'on s'arrêtait maintenant, on est au même niveau que le point de départ du bull run d'août-septembre 2020 et d'août-septembre 2016. Ça fait partie des choses où on se dit que, voilà, mais voilà, c'est pas ça qui nous dit qu'il n'y a pas la place pour un dernier flash crash.
Mais là, on a tous compris, je pense, moi c'est ma conviction, qu'on aura le bottom en septembre. Maintenant, ça d'accord, très bien, c'est la zone intéressante. Bon, dans les choses aussi, vous avez un niveau de position vendeuse qui est, je prends ici par exemple les taux de financement, le funding pondéré par le volume, mais je peux aussi le prendre pondéré par l'open interest. On a un niveau de position short qui se déploie en fait depuis un mois. Un niveau de position short qui se déploie depuis un mois. La dernière fois qu'on en a vu autant, c'était ici à la fin de la correction de juillet-août 2021 et ici à la fin du bear market. Sauf que ça peut prendre du temps et ce short squeeze finira par arriver. Voilà, maintenant il faut juste être patient. Mais de toute façon, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut au minimum un signal de force technique. Pour l'instant, on n'en a pas. J'enregistre cette vidéo. En données journalières, il n'y a pas de signal de force technique. Je vous le répète, au minimum, mettez sur votre graphique EMA 200, c'est-à-dire la moyenne mobile exponentielle à 200 jours, et attendez que le marché fasse une cassure haussière journalière. Tant qu'il ne l'a pas fait, on peut se faire peur. Bon, ok. Mais bon, il y a des choses qui sont quand même intéressantes. Ok, voilà, donc toujours en FIR, ça le marché a compris. J'ai plein d'autres niveaux, plein d'autres choses à vous montrer, mais je ne vais pas faire toute ma liste, là je vous ai déjà quand même listé pas mal. Alors, il y a donc ces correspondances un peu de long terme en mensuel avec août-septembre 2020 et août-septembre 2016 et aussi août-septembre 2020, donc c'est quand même des zones qui ne sont pas dégueulasses. Et si on revient en données journalières à 2023, l'été dernier, on avait fait le bottom le 11 septembre. On avait fait le bottom le 11 septembre. Alors c'est intéressant parce que cette année, le 11 septembre, c'est cette inflation CPI que j'attends positive. On avait fait un avalement haussier de corps et puis tout doucement, c'était repris en septembre, enchevêtrement dans les moyennes mobiles et boum, départ du bull run le 16 octobre. Bon, attention, ça ne veut pas dire qu'on va faire pareil cette année, mais c'est pour ça que moi j'ai, et je vous le rappelle, beaucoup d'attentes sur la saisonnalité d'octobre-novembre. Donc c'est pour ça que là je reste confiant sur octobre-novembre. Et donc l'année dernière, le marché avait respecté. Je trouve il y a des éléments qui ressemblent. Notamment dans le rapport ici aux moyennes mobiles. Sauf qu'ici, le start avait été donné par des dépassements de résistance. Le marché avait repris SMA 50 et surtout, il avait repris SMA 200. Il avait aussi repris EMA 200 juste ici. Donc là, j'ai remis les trois mêmes. EMA 200, SMA 50, SMA, elles sont encore... On n'a dépassé aucune des trois. C'est pour ça que je dis, au minimum, avant de tenter quoi que ce soit, notamment sur les alts, et notamment sur les meme coins, hein, les PP, les Floki, les Doge, toutes ces choses, où tout le monde espère un x10, mais pour l'instant, c'est pas un x10. Au minimum, avant de tenter un truc, prenez par exemple cette pattern là, putain, sur Boom, on se dit, si ça c'est un wedge, après ce mât, pouh, ok, ça peut être une stratégie sur les 6 prochains mois. Et vous voulez tenter un truc comme ça, sur du Boom, bon, attendez un signal de force journalier sur Bitcoin. Attendez au moins le dépassement de MA200. Alors, le grand endormi, le grand faible, va-t-il un jour enfin faire quelque chose? Alors, encore une fois, je ne vendrai pas de rêve sur ETH BTC. Il est plus faible. Les ETF, il n'y a personne dessus. Bon, l'idée sur ETH BTC, lorsque tôt ou tard, il y aura rattrapage d'Ethereum. Tôt ou tard, ETH USD, lorsque plus personne n'y croira et lorsqu'il sera complètement enterré par la majorité, c'est à ce moment-là qu'il décidera de passer la première. A-t-il passé la première? Je relève une divergence en données journalières. Petite div sur ETH BTC. Bon. Alors, de là à se dire que ça prépare un double bottom, je dirais que pour ETH BTC, il faudrait arriver à faire sauter cette résistance pour envisager quelque chose. En attendant, ça reste extrêmement faible et on ne peut pas dire que le marché se bat pour rentrer sur les ETF ETH, pour lequel mon hypothèse d'une vague 4 tient toujours la route. Pour vraiment confirmer la fin de cette vague 4, voilà la résistance qu'il faut dépasser. De la même façon,
sur le BNB USD et sur Solana, c'est le même type de structure. Notez par exemple ici que le nuage est encore un peu loin dans le système Ichimoku, mais la lagging span arrive et semble pouvoir interagir ici avec les prix. Prenez par exemple sur Bitcoin, ça avait quand même bien fonctionné ici. À la fin de la vague 2, il y avait eu un timing de fin de vague 2 lorsque la lagging span venait interagir avec les bougies. Bon là, si on envisage une fin de vague 4, eh bien la lagging span commence à interagir avec les bougies. Sur Solana, l'idée étant pareille, on peut envisager la fin de cette vague 4 avec un marché donc au contact du Kumo et une lagging span qui commence à interagir avec les bougies. L'idée étant toujours de ne jamais, d'un point de vue de l'Ichimoku, c'est la SSB, ici en weekly, que ce soit sur Solana, sur Bitcoin, sur tous les autres. Ça, c'est le niveau. Même l'Ichimoku weekly autorise un retest des 50K. Ce serait un test de la SSB. Ça fait partie des choses qui sont possibles. Donc comprenez-moi bien, si on anticipe un bottom en septembre, il faut comprendre que pour argumenter en faveur de ce bottom, il faut attendre soit un signal de force en données journalières, donc un dépassement de résistance, ou sinon le dernier flash crash dans la zone des 50, voire 45. Et là, moi, je pense que ce serait the opportunité, the legendary trade, comme dit un de mes amis, pour viser les 100K début 2025. Tao. Alors ça, c'est un truc qui est... alors, on peut jouer à échelle normale, arithmétique, c'est typiquement une vague 2 qui serait terminée. En log, ça peut aussi encore passer. Bon, en log, par contre, là, on a 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a une structure. Alors, après 5 temps, par une correction d'ABC, est-ce qu'on a fait la A, la B, manque-t-il la grande C? J'en sais rien, en fait. Ce que je veux vous dire, c'est que là, c'est pareil. Argumenter en faveur d'un bottom, il faut dépasser une résistance. Ici, dans cet entre-deux-là, on ne sait pas si on a fait la A, la B et la C, ou si déjà là, on a fait A, B, C, et qu'on est prêt à repartir. Vous avez deux bornes ici. Et je veux dire, ça a tellement été la lessiveuse. Ça a tellement été la lessiveuse depuis 7 mois. Finalement, avec le recul, c'était la pire période en termes de saisonnalité. Il fallait laisser le temps de faire cette vague 4. Bon, ok, très bien. Maintenant, ça ne sert à rien de tenter des trucs pour tenter des trucs. Soit il y a un signal de force en données journalières. Je sais, je l'ai répété 1000 fois. Et là, ok, c'est parti. Je rentre sur mes petites altes favorites qui sont encore tout en bas. Ok, les hyper soldes. Ce signal de force, là, n'est pas encore donné. Soit j'attends un flash crash, le dernier. Et donc, le rapport NFP, vendredi prochain, c'était quand même le sujet de la vidéo, savoir est-ce que Bitcoin va profiter du pivot de la Fed, oui ou non, et ça dépend donc de la raison du pivot. Voilà, allez, bonne rentrée à tous, salut.